Mais je t'en prie, on peut commencer, tiens, alors, commençons par le Utah Charlotte pour changer, commençons par les petits. Ouais. Qu'est-ce que tu as à nous dire sur ce match ? Commençons par les gros matchs de la semaine, donc. Et en fait, c'est vrai que ce qui est intéressant un peu, je pense, c'est peut-être tout le monde n'est pas au courant de ce qui se passe, mais peut-être un peu remettre le contexte de pourquoi ce match était intéressant pour moi. C'est parce que le Jazz, du coup, a effectué pas mal de trades avec Ochai Agbaji, pardon. Et donc, ça laisse de la place à un joueur, du coup, un jeune rookie qui avait quasiment pas joué avant la trade deadline, qui s'appelle Tyler Hendricks. Et donc, c'est un peu, là, c'est vraiment ses premiers matchs en NBA. Donc, je trouvais ça assez intéressant de l'observer, tout simplement. Donc, j'ai regardé le match principalement pour observer. Et c'est vrai que la première chose qui est à noter, je trouve, qui est intéressante avec lui, c'est le profil défensif qu'il a finalement. Parce qu'on parle d'un joueur qui est plutôt assez grand, qui est très grand. Il était placé face à Brandon Miller et je pense qu'il est un poil plus grand que lui et il a de très longs bras et du coup, il est placé sur le front de courte un peu bizarre du Jazz avec du coup John Collins et Lauri Markkanen. Et je trouve ce qui est intéressant défensivement, c'est ce qui était un peu vendu à sa draft, c'est que il a déjà plutôt du coup, au-delà de ses attributs physiques où il a une très longue envergure, etc., il a déjà de très bons réflexes en rim protection, je trouve. Ouais. Donc c'est un joueur qui protège déjà pas mal son cercle en protection secondaire. On est vraiment dans un truc un peu moderne mais classique, j'ai envie de dire, dans la veine du côté Jaren Jackson Jr., tous ces joueurs qui viennent depuis le côté faible. Et c'est vrai que là-dessus, il est plutôt pas mal. Et il commence le match tout de suite, une des premières possessions. Il commence le match, il vient faire 2 aides au cercle, assez intéressantes sur, je crois que c'est un pick and roll. Il y a Nick Richards qui reçoit la balle la première fois. Il vient le contester. Nick Richards prend même pas le tir, ça revient. Du coup, il ressort. Ça revient sur Miles Bridges qui attaque le close-out et voilà. Et Taylor Hendricks vient le contrer. Donc c'est vrai qu'il est assez intéressant et je trouve que ce qui ressort avec lui, c'est qu'il a un vrai côté kamikaze défensif. C'est-à-dire, bon, c'est un petit détail, je trouve. C'est pas une grande importance de son jeu, mais il a ce côté où poster sur la tête, il y a pas de souci, il va y aller, quoi. Il a vraiment pas peur. Et ce que j'ai bien aimé, et là où j'étais assez agréablement surpris sur le point de vue défensif, c'est que il y a aussi un côté on-ball plutôt intéressant. Il a une belle réactivité, une belle vitesse d'appui, je trouve une belle vitesse latérale, en plus de son corps assez imposant et de sa force physique. Donc en fait, il y a un vrai défenseur, je trouve, avec un vrai potentiel on-ball et off-ball qui est intéressant. Après, c'est pas encore parfait. Notamment sur la défense, par exemple, dans la navigation d'écran, loin du ballon, il n'est pas tout à fait parfait, il est encore en retard, ou sur quelques feintes, il saute encore beaucoup. Bon, après, c'est le premier match NBA, donc j'ai envie de dire c'est normal, mais il saute encore beaucoup dans les feintes, donc je pense qu'il y a à terme quelques soucis de faute, il pourra en avoir, mais c'est vrai que je trouve que pour finir un peu sur ce premier aspect, c'est le côté défensif et je trouve ultra intéressant de ce qu'on voit parce qu'il y a vraiment ce côté on-ball très intéressant et aussi off-ball, quoi. C'est ça que j'aime beaucoup. Ouais, c'est un peu le profil défensif, comme tu dis, assez polyvalent en termes de rôle et aussi de position. Comme tu dis, il est très jeune, hein. Il a 20 ans à peine, drafté donc à peine en 2023, et il sort de UCF Florida, donc l'université de Florida. La question que j'ai, moi, c'est que, je sais pas toi ce que t'en penses, le profil défensif, ok, ça peut être génial. Après, je vois qu'à la fac, il a shooté à 40% à 3 points. Ouais. À mon avis, ça va être aussi un point clé de son jeu, au-delà même de est-ce qu'il peut développer des skills, etc. C'est que est-ce qu'on a juste un défenseur, est-ce que potentiellement on a juste un défenseur un peu spécialiste, si on veut dire, ou est-ce qu'on peut avoir un joueur un peu plus viable? Ça peut être aussi une des questions, quoi. C'est ça, c'est la grande question, je pense, avec lui. C'est que pour l'instant, déjà, ça c'était vraiment un truc qui a été ciblé pendant sa draft, c'est que le handle et la capacité à créer pour lui ou pour les autres, elle est quasiment nulle, quoi. Il a un handle vraiment pas très fonctionnel, j'ai envie de dire, je trouve. Et pour l'instant, à Utah, on le voit quasiment jamais avoir le droit de
de poser le dribble. En tout cas, je ne sais pas s'il n'a pas la capacité ou si c'est des consignes, mais en tout cas, le résultat, c'est qu'il ne pose quasiment jamais de dribble pour l'instant par terre et que son rôle offensif est ultra limité. Il reste dans le corner. Là, franchement, hier, c'est assez impressionnant. Toute la première mi-temps, il passe quasiment toute la première mi-temps dans le corner droit. Et le problème, c'est que c'était un peu ce qui a été vendu avec lui. C'est un profil ultra moderne où il y a le côté défensif et en même temps les 3 points qui rentrent. Et pour l'instant, le shoot rentre pas trop et il n'a pas du tout la respectabilité, ce qui est assez normal. Mais on est sur un petit échantillon encore une fois. Mais le shoot n'a pas l'air de rentrer excellemment bien pour l'instant, alors que c'était un peu sa promesse à la draft. Et c'est pour ça qu'il a été drafté 10e, je crois, ou 9e, enfin dans le top 10 en tout cas. 9e, ouais, tout à fait, 9e. Et avec Tyler Hendricks, pour l'instant, voilà, on est sur un joueur offensivement très peu développé. Le plus gros apport qu'il a, c'est presque, et ça rentre un peu dans les systèmes du Jazz, c'est qu'il a un bon sens du rebond, notamment offensif, je trouve. Donc ça, c'est intéressant, mais voilà, on est sur un joueur qui un peu tout va se passer sur son shoot, je pense, et pour passer un peu du joueur du utility player au vrai joueur de rotation, comme tu as dit. Et c'est vrai que dans le match d'hier, il y a notamment une séquence du coup où dans le deuxième quart-temps, où il est aligné aux côtés de Walker Kessler, du coup. Les deux sont ensemble. Et là, c'est vrai que l'attaque patine complètement parce que il n'y a pas de spacing. Il y a deux joueurs incapables de créer pour soi-même ou pour les autres. Et donc, en fait, la défense est un peu ultra agressive sur les autres qui sont Jordan Clarkson, je crois, à ce moment-là. Ouais. Il y a notamment Jordan Clarkson, donc on voit beaucoup de Jordan Clarkson forcément quand il est sur le terrain. Mais c'est vrai que je crois que là, il y a une longue période où le Jazz met 2 points sur, je sais pas, sur un échantillon assez important. Mais au-delà des 2 points, il y a vraiment une qualité de tir trouvée qui est pas très bonne. Donc voilà, c'est quelque chose qui va être à suivre avec Tyler Hendricks. C'est vraiment, est-ce que la promesse du shoot qui avait été faite du coup à Florida, c'est ça, ouais. Et est-ce qu'elle est réelle ou pas? Et c'est ça qui pourra le faire passer un peu dans une autre sphère, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que avant la trade deadline, on avait une raquette Markkanen, Simone Fontecchio en poste 4-5 qui gagnait les matchs 182 à 181. Là, la raquette Kessler Hendricks, en gros, ils perdent les matchs 2-0, quoi. En gros, c'est un peu ça l'idée. Ouais. C'est-à-dire grosse défense, mais l'attaque compliquée, quoi. Ouais. Mais non, effectivement, on en avait parlé la semaine dernière, je crois, mais clairement, le trade de Olynyk, c'est fait pour faire de la place. Alors, c'est fait pour tanker aussi, mine de rien, mais c'est aussi pour faire de la place et pour commencer un peu à tester Hendricks, qui du coup, toi, t'as beaucoup plu un peu des deux côtés du terrain, mais surtout, donc tu dis défensivement contre Brandon Miller. Ouais, c'est vrai qu'il a été... en fait, moi, je l'avais... c'est pas le joueur que j'ai vraiment scouté sur son année NCAA. Et donc j'ai beaucoup regardé ce que les autres ont fait, et c'est vrai que quelque chose qui ressortait beaucoup, c'est que c'était surtout un défenseur protecteur de cercle finalement. Et là, j'ai été assez agréablement surpris par sa défense vraiment sur l'homme et sur du coup Brandon Miller, où on a eu un duel plutôt sympa, puisque Brandon Miller, on a quand même remarqué que malgré la bonne défense de Tyler Hendricks, il a une capacité de shot making qui a l'air qui est déjà pour un rookie, notamment pour trouver ses spots à mi-distance, qui est assez impressionnante. Et on est sur un joueur qui a des problèmes pour accéder au cercle, parce que je pense que ça a jamais été sa force, et il a un problème aussi de handle, je pense, et de puissance physique. Donc là, je parle de Brandon Miller, et surtout face à un joueur comme Tyler Hendricks, mais qui a une capacité un peu de shot making qui est vraiment assez impressionnante pour un rookie. Sur les mi-distances, les longues mi-distances et les 3 points, il est déjà ultra efficace, quoi. Donc on a eu un duel assez sympa, mais Tyler Hendricks m'a beaucoup plu m'a surpris en fait par sa défense, par la qualité de sa défense on-ball, quoi. Ouais. Alors moi, pour le coup, Brandon Miller non plus, je connais pas bien. C'est un rookie que effectivement on n'a pas trop vu. Parce que d'habitude on regarde un peu les matchs compétitifs, et donc c'est pas trop Charlotte, en tout cas pas beaucoup Charlotte, mais effectivement j'avais entendu parler un peu de cet aspect où
son jeu est très intéressant, il y a un très bon shot making et un très bon jump shot, surtout pour sa taille, c'est aussi ça qui fait que c'est intéressant. Hein. Mais que, alors je sais pas, comme je connais pas, je dirais pas jusqu'à dire que c'est un peu comme Michael Porter Jr., un peu ce syndrome-là de jump shot et zéro drive. Mais j'avais un peu entendu que c'était aussi ce truc-là de, finalement, le jump shot mi-distance, très bien, mais on va assez peu au panier, il y a très peu de vrais drives, il y a très peu de fautes provoquées non plus. Je vois que là, il est dans la moyenne en termes de provocation de fautes, donc voilà, il y a peut-être aussi ce truc de, s'il avait eu le drive, quoique non, il n'aurait pas été first pick, mais ça aurait été un potentiel offensif encore plus évident, quoi. Ouais, exactement. Bah ouais, t'as très bien résumé. C'est vrai que c'est son gros problème aujourd'hui et c'était déjà un peu son problème à Alabama. C'est que il vit beaucoup par le shoot. Alors c'est un shooter, je pense, à terme d'élite, mais oui, un peu dans ce syndrome Michael Porter Jr. Et c'est vrai que Il n'y a pas le passing non plus d'ailleurs, hein, comme MPG. non. Alors je trouve qu'il y a des séquences plus intéressantes que MPG. En même temps, c'est dur de faire pire, j'ai envie de dire. Oui. Mais mince, ce que je veux dire, oui, c'est marrant parce que son joueur préféré, c'est Paul George, Brandon Miller, et il y a des séquences où vraiment c'est du mimétisme presque, c'est le même joueur, quoi. Si t'as pas les maillots et les visages, c'est assez impressionnant. Donc voilà. Ok pour ce Charlotte contre Utah qui n'a pas été fait par FD, hein, vous remarquez. Est-ce que tu as d'autres remarques sur ce match-là ou est-ce qu'on peut avancer rapidement, mais c'est vrai que vas-y. Du coup, je redécouvre un peu, ça demande un peu un plus gros échantillon. Là, je me suis surtout focalisé du coup sur le Jazz et Tyler Hendricks. Mais Micic, du coup, qui est rookie, mais qui est déjà âgé et qui a été dans le trade du coup de Gordon Hayward, il a l'air plutôt intéressant aux Hornets, notamment dans la capacité, vraiment, je découvre un très bon passeur, quoi. Un joueur capable de très très bonne lecture sur pick and roll. Donc voilà, petit détail. C'est vrai que lui, pour le coup, je crois qu'il avait énorme joueur en Europe. Hein. Comme tu dis, il est pas si jeune que ça. Il a 30 ans d'ailleurs, et il a été MVP d'Euroleague apparemment, et il jouait pas du tout à OKC, alors que ça avait été, on en parlait un peu comme un renfort compétent en fait, hein, pour une équipe qui avait commencé à avoir des prétentions. Si on se remet en début d'année, OKC c'est juste une équipe de play-in qui est très jeune et qui a un peu d'ambition de faire plus, et on se dit c'est bien qu'on rajoute un vétéran et là-dedans et qui va faire du bien. Je dois dire que je n'ai pas du tout été conquis, moi. Sur tous les matchs que j'ai vus d'OKC, j'en ai eu pas mal cette saison. J'étais même très déçu de ce niveau de jeu, en tout cas de ce qu'il faisait. Mais ce qui rappelle aussi l'importance d'un joueur comme ça, du contexte en fait. Hein, quand un joueur qui ne sort pas du système américain ou quoi que ce soit, t'arrives, t'as pas forcément la confiance, peut-être la confiance qu'il devrait avoir par rapport à son statut ou autre. Mais là, comme tu dis, une fois qu'il est mis à Charlotte et qu'on lui donne des ballons, on voit qu'il peut faire des choses, notamment sur pick and roll, alors que pour le coup, moi, c'est là où j'avais été un peu déçu, c'était un peu l'attaque sur pick and roll à OKC. Là, apparemment, à Charlotte, ça va beaucoup mieux ce pick and roll, donc tant mieux. Ouais, exactement. C'est pour ça, c'est vraiment le côté, je redécouvre un joueur, quoi, qui, je partage ton avis, mais je pense qu'il y a un peu l'avis de tous, qui avait été ultra décevant au Thunder, quoi. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.